Bonjour à tous. Un tout grand merci aux organisateurs et à Michel en particulier qui nous permet de voir de la lumière au bout d'un tunnel qui est de plus en plus sombre, mais grâce à Michel, peut-être qu'avec le sourire, on va imaginer des solutions parce que, comme il a très bien dit, les solutions, c'est nous qui allons les apporter. Nous, je veux dire vous. Moi, c'est presque fini. Mais j'aime aussi à commencer par le commencement. C'est que si on a des problèmes, c'est à cause de nous, vous, mais moi aussi. C'est ça que je voudrais essayer délicatement de mettre en lumière. Pour ça, je préfère peut-être commencer par la fin. Alors voilà, je préfère commencer par la fin de mon PowerPoint qui vous montre le futur jusqu'en 2023, tel que notre modèle à la Commission européenne le programmait déjà il y a quelques années. Ceci n'est pas nouveau. Ça date de 2013, si je ne me trompe. Vous voyez la courbe foncée, c'est la situation des États-Unis, qui a connu un déclin même plus impressionnant que nous en termes de potentiel de croissance, mais qui a été capable, malgré la crise, de se redresser, tant bien que mal. Ce n'est pas brillant, mais ils arriveront à s'en sortir. Par contre, nous, c'est là. Les petites colonnes en dessous, en bleu clair, vous voyez que, et c'était avec des hypothèses qui sont depuis lors considérées comme beaucoup trop optimistes, donc je ne veux pas noircir la situation, ceci c'est le rosy scénario, on arriverait à un potentiel de croissance un peu au-dessus de 1 point du PIB par an. Avec ça, inutile d'imaginer maintenir notre système magnifique de sécurité sociale, ce qu'on appelle notre modèle social. Inutile d'imaginer qu'on va payer le vieillissement avec ça, et surtout inutile de payer la facture environnementale qui va être un multiple des éléments que j'ai déjà signalés et qui ne figurent pas dans ce modèle. Donc ça, c'est la situation ceteris paribus, comme nous disons pudiquement. Alors, les solutions existent. Voilà aussi ce que déjà vers 2008, donc dans les prémices de la crise, nos modèles nous donnaient, c'est que déjà à l'époque, on ne prévoyait qu'un potentiel de croissance de 1,5 point, ce qui était à l'époque déjà nettement insuffisant, et que simplement en faisant quelques réformes qui ne sont absolument pas extraordinaires et qui ne changeraient pas notre modèle social, on pouvait passer à 2,2, ce qui nous permettait d'arranger tout. Et le chômage, en 10 ans, il n'y avait plus de chômage, et le vieillissement et l'environnement, tout pouvait être résolu. Ça, on l'avait déjà conçu à la Commission européenne dans ce qu'on a appelé le programme de Lisbonne, en 2000. Lorsqu'on avait eu l'euro, on s'était dit, maintenant on a l'euro, il faut en faire quelque chose pour changer ce qui ne va pas et que l'on avait déjà identifié. Arrivé en 2010, qui était l'objectif de Lisbonne de 2000, rien, mais quand je dis rien, c'est rien, n'avait été fait. On avait consommé tous les avantages de l'euro et on s'était en plus surendetté. Donc le contraire du projet initial. Et en 2010, on a dit non, mais maintenant, on a encore 10 années de rabio, ça va être l'horizon 2020, donc 2020. Et on a repris exactement les mêmes recettes, les mêmes diagnostics, et maintenant, il y a un tout petit peu qui avance, mais insuffisamment. Bon, alors revenons à l'exposé. Voilà, le problème, pourquoi notre crise est systémique? Eh bien, la première sentence, et j'ai mis son auteur, pas pour le viser, mais parce qu'il est le plus truculent et le plus belgo-luxembourgeois pour exprimer la réalité, ça c'est la vraie cause de notre problème systémique. Nous savons tous, bon, peut-être pas tout le monde dans la salle, mais en tout cas tout qui a un minimum de connaissances économiques, on sait ce qu'il faut faire. Mais, évidemment, je suppose que vous lisez l'anglais, si on le fait, ben, on perd le pouvoir, on n'est pas réélu. Ça veut dire quoi, ça? Vous allez accuser les hommes politiques, donc, d'être des couards. Non, c'est parce que vous, donc nous, on ne veut pas appliquer ces solutions. Et c'est parce que vous votez pour des crétins. Et ça, je l'ai vu de près, de très près. Bon.
Alors, il y a quand même une deuxième... Bon. Donc attention, hein, je ne fais surtout pas un discours anti-homme politique, hein, parce qu'il faut du courage actuellement, et déjà à l'époque, pour accepter d'essayer d'être élu. Donc avant de leur reprocher de viser la réélection, pensez pourquoi un tel blocage vient d'en haut. Bon. Alors, il y a quand même un problème technique. Je ne pourrais pas m'étendre ici parce que ça vaudrait des jours de débat. C'est le problème du système dollar. Et de nouveau, ce n'est pas pour accuser qu'il y aurait un coupable, le dollar ou les États-Unis. Ce n'est pas ça du tout. Parce que le système dollar, c'est nous qui l'avons voulu. Tous, Chinois compris. Chinois en tête, d'ailleurs, qui en tirent les plus gros avantages. Là, il y a, je vous le signale, donc on ne peut pas analyser en détail, mais c'est là qu'est la cause, par exemple, de ce qu'on a appelé la crise de l'euro. Elle vient du système dollar. Le crédit boom qui a mené à la crise de l'euro et au easy money s'est créé par un système instable de création de liquidités internationales que nous avons relayé. Bon, donc je passe sur les détails techniques, mais ceux qui s'y intéressent, il y a à ce sujet non seulement des débats, mais des publications sur la chose. Et troisièmement, nous nous trouvons maintenant, et c'est ça qui est vraiment techniquement inquiétant, ayant épuisé tous les expédients possibles, tous les expédients, pas les solutions, puisque justement on a utilisé les expédients pour ne pas appliquer des solutions. Politique fiscale, on est à peu près tous, sauf un petit îlot dans l'Europe du Nord, donc Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Finlande, qui ont une petite marge de relance, qu'elles, bien entendu, ne veulent pas utiliser, ce qui aggrave le problème des autres, bien entendu. Les politiques monétaires, alors ne venez surtout pas accuser les banques centrales, ça va se faire bientôt, vous allez voir ce qui va se passer avant la fin de l'année. Elles vont être accusées de tous les maux, elles le sont déjà en partie aux États-Unis, notamment par la droite conservatrice. Les banques centrales, contrairement à ce qui s'était passé dans les années 30, ont fait absolument tout ce qu'elles pouvaient. Je dirais même, elles l'ont, à une exception près, bien fait. C'est presque un sans faute, parce qu'elles n'avaient pas le choix. Alors, le seul hic, c'est que la Banque centrale européenne, qui, comme vous savez tous, n'est absolument pas politiquement indépendante, puisqu'elle est à la botte de certains intérêts au nord-est, n'a pas pu faire ce qu'il convenait de faire, et l'a finalement fait, mais trop tard, parce qu'elle n'avait pas le choix, tout simplement parce que sinon nous serions payé une surévaluation de l'euro absolument catastrophique pour ceux-là même qui ne voulaient pas qu'on utilise de recettes monétaires, c'est-à-dire l'Allemagne. Donc l'Allemagne a fini par se rallier pour éviter le naufrage. Mais on a fait trop tard ce qu'il fallait faire beaucoup plus tôt. Et on avait, au préalable, j'en profite pour le dire, été beaucoup trop laxiste au moment où tout le monde accusait la Banque centrale européenne d'être trop rigoriste. On peut constater ex post qu'elle a été beaucoup trop laxiste, c'est-à-dire elle a créé beaucoup trop de liquidités. Crise de l'euro le démontre. Alors voilà ce qu'on projetait déjà il y a quelques années. Maintenant, on est à l'année 7 du début de la crise. Vous voyez que tant aux États-Unis qu'en Europe, à gauche, la reprise ne repart pas comme avant. Donc c'est clair, ce ne sera pas business as usual. Alors on dit c'est anormal, mais quand vous analysez, c'est parfaitement normal. Normal, pas par rapport aux normes du passé, mais comme les reprises antérieures ont été faites à coups de drogue laxiste, fiscale et monétaire, forcément il arrive un moment où la morphine ne fait plus d'effet. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, synthétiquement, côté off, c'est l'effondrement de la productivité totale des facteurs, c'est-à-dire lorsque vous tenez compte non seulement du facteur travail, mais des autres facteurs qui lui permettent de produire. On n'arrête pas de se dégrader. Côté demande, eh bien, côté demande, on est piégé dans ce qu'on appelle, qui est tout à fait normal en termes d'analyse, mais anormal par rapport au schéma du passé, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle du deleveraging, c'est-à-dire que là où on avait fait trop de crédit, maintenant on en fait trop peu. Donc on va accuser les banques, bien entendu. Mais les banques ne sont que la manifestation d'un dysfonctionnement que nous avons voulu ou accepté. Alors, plein d'erreurs de politique,
notamment dans le cas de l'Europe, l'échec de toute coordination européenne. Donc, notamment, je vous ai signalé le veto allemand et hollandais pour qu'on utilise. Il y avait des solutions. Et ces pays n'ont pas voulu parce que quelqu'un nous prétendait qu'une crise devait faire mal. Ça a été dit. Si la crise ne fait pas mal, les coupables ne seront pas punis. Résultat, on est tous punis. Bon. On peut continuer dans tous les cas. C'est le typique dilemme du prisonnier. Je ne m'étends pas. Alors voilà le plus inquiétant. C'est l'effondrement de la productivité totale des facteurs. Alors, pour vous ménager, je n'ai pris ici que les chiffres les plus positifs. Si vous prenez ceux du Conference Board, vous pouvez encore diviser par 2 les faibles taux de croissance qui apparaissent là-bas. Mais vous remarquerez que la courbe rouge, qui représente donc le cas européen, nous sommes flat. Il n'y a plus de progrès de productivité. Vous entendez, à cette époque où il y a des technologies extraordinaires qui vont multiplier la productivité par 2, actuellement en Europe, il n'y en a plus de progrès de productivité totale. Ça, c'est le futur. C'est ça qui permet de payer des salaires en haut. C'est ça qui permet de payer le vieillissement. C'est ça qui permet de payer le régime de sécurité sociale. Il n'y en a plus. Donc, c'est insoutenable. Et ça vous donne, dans le graphique de droite, le fait que, par rapport aux États-Unis, qui eux-mêmes ont le même genre de problème, mais en moindre, nous sommes en train de reculer. Donc, on venait vers le milieu des années 90, on était à 85% du niveau de vie américain et de productivité américain. On est maintenant en train de s'en éloigner à grande vitesse. Encore un indice qui vous indique qu'on n'a rien fait, l'assainissement des banques. Regardez aux États-Unis, dès 2009, des mesures effectives sont prises pour recapitaliser les banques. Et cet indicateur n'est que simplement un des indicateurs parmi toute une batterie que je n'ai pas le temps de vous expliquer. Mais vous voyez que chez nous, tout va très bien, Madame la Marquise. Bon. Voilà la situation qui explique pourquoi les États-Unis ont quand même une petite reprise qui n'est pas brillante. C'est que chez eux, l'accès au crédit est en train de s'améliorer. Vous voyez que la courbe rouge descend, tandis que chez nous, elle continue de grimper. Et voilà, on en est sur ces prévisions que l'on avait faites avec un modèle de moyenne période, c'est-à-dire qu'il n'est pas influencé par la conjoncture. N'allez pas croire que ça va s'arranger si brusquement les Chinois se mettent à consommer. Pas du tout, ça va aggraver les choses si on met ça dans le modèle. Ceci, ce sont les tendances lourdes. Nous ne sommes plus capables d'être suffisamment productifs pour le type de société socio-démocratique que nous souhaitons tous. Les solutions existent, mais je vous rappelle la phrase de M. Juncker qui a exprimé très bien ce que tous les autres collègues pensaient tout bas. Merci.